soirée d'aujourd'hui est organisée notamment grâce à un projet qu'on porte qui s'appelle Air Oxy, donc vous avez le joli logo au tableau, et qui a pour objectif d'accompagner la structuration de la filière réemploi sur l'ensemble de l'Occitanie. Donc, je ne vous présenterai pas tout le projet, mais si ça vous intéresse, on a une page dédiée à ce projet-là qui vous permet de voir tous les outils qui vous sont proposés pour avancer sur cette thématique. C'est un projet soutenu par la région et l'ADEME, la région Occitanie et l'ADEME, pardon. Et je remercie chaleureusement le Lab Altemed qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux. Donc le Lab, en fait, c'est un projet qui a pour objectif de travailler sur toutes les innovations de manière collective, et notamment autour de l'aménagement, du logement et de l'énergie. Et ce qui nous rejoint, c'est la thématique du réemploi, puisqu'il y a plusieurs groupes de travail qui ont eu lieu, et notamment un dernier groupe de travail le 29 juin prochain, donc vous pouvez noter cette date, pour créer une feuille de route voilà, sur Montpellier. Donc l'idée, c'est qu'on soit étroitement liés pour faire avancer ce sujet-là. Hop, je profite de cet événement pour vous en annoncer d'autres. Et notamment, alors ça s'affiche très mal, c'est très moche, on va retenter. Ça arrive. Bon, c'est pas grave, les plus importants, ils sont en haut. C'est la prochaine commission BDO, donc on porte une démarche qui s'appelle le bâtiment durable Occitanie, qui d'ailleurs a fait l'objet au travers du projet Roxy d'un amendement pour ajouter un point sur le réemploi. Et donc dès le prochain semestre, voilà, il sera renforcé sur la partie réemploi, cette démarche. Donc vous pourrez découvrir ce qu'est cette démarche le jeudi 22 juin sur Montpellier. Et le gros événement de l'année, c'est les 5 et 6 décembre prochains, le Congrès national bâtiment durable que nous portons avec Effinergie et qui se déroulera à Montpellier au Forum. Donc n'hésitez pas à venir et potentiellement à sponsoriser aussi l'événement. Hop, je vous présente le petit programme donc, qui va mettre 2 heures à s'afficher mais qui arrive et que vous connaissez puisque vous êtes inscrits. Donc l'idée, c'est qu'en ouverture, on accueille Christelle Battu qui va nous redonner le contexte réglementaire de l'économie circulaire et particulièrement du réemploi. Karine Freux de la région viendra nous parler rapidement des aides à disposition sur les projets de réemploi. Puis on cherchera à mieux connaître le sujet des ressourceries éphémères de chantier, puisque c'est le sujet qui nous anime ce soir, avec Mathieu Mutel qui viendra nous faire une présentation, qui poursuivra sa présentation avec Guillaume Brault, donc, tous les deux de la société Caprionis, qui viendront présenter 3 retours d'expérience, donc 3 boutiques, 3 ambiances, pour vous donner un peu d'appétit sur le sujet. Ensuite, on aura un autre retour d'expérience par Suzanne Marié de Une Ingénierie, qui nous parlera de la ressourcerie de l'UHC, donc c'est un projet sur Toulouse. Donc, comme ça, on a les 2 côtés de l'Occitanie. Et enfin, on a Maxime Cornu de Made in Past qui est en visio, qui nous entend bien, j'espère, qui interviendra sur une démarche expérimentale, donc plutôt basée à Lyon, mais qui peut aussi nous inspirer chez nous. Et enfin, on accueillera maître Céline Villa, du cabinet Villa Avocat, pour justement répondre aux questions sur les cessions de matériaux et toute autre question juridique que vous pourriez avoir. Bonjour à tous, merci Julie. Donc je vais vous parler du contexte réglementaire du réemploi et des matériaux de construction. Alors un peu le contexte général de l'économie circulaire dans le bâtiment. Donc avant de parler réglementation, je vais vous parler déchets et quantité de déchets. Donc en France, on produit environ, on produit même exactement 342 millions de tonnes de déchets, soit à peu près 5 tonnes par habitant. Avec 240 millions de tonnes, le secteur du bâtiment représente les 3/4 du déchet total produit en France. Dans les déchets de la construction, il y a les TP et le bâtiment. Le bâtiment représente à lui seul 46 millions de tonnes, ce qui est plus que les déchets ménagers produits en France.
Donc c'est 46 millions de tonnes produits en France par an. Si on extrait en Occitanie, ça fait 3,5 millions de tonnes. Ils proviennent principalement des chantiers de démolition, à plus de 50%, et 36% d'entre eux proviennent des déchets de rénovation et de réhabilitation. Et seulement 13% proviennent de la construction neuve. Je vais vous vous donner quelques définitions qui encadrent tout ça. Hop. Donc là, ci-dessous, vous avez les définitions issues du Code de l'environnement, parce qu'on parle de réemploi, de recyclage, de réutilisation, et parfois on confond un petit peu. Donc, en quelques mots, le réemploi, c'est on utilise un matériau pour un usage identique à celui pour lequel il a été prévu initialement. Et donc, par exemple, des tuiles qui seront réemployées sur un autre chantier de couverture. Donc, le matériau est réemployé en l'état pour un usage similaire à son utilisation initiale. La forme ne change pas, la fonction ne change pas et ce n'est pas un déchet. La réutilisation, ça permet à un déchet d'être utilisé à nouveau en le détournant de son usage initial. Par exemple, une poutre en bois qui sera utilisée pour la confection d'un escalier. Enfin, le recyclage, là le déchet va être transformé afin de réalimenter un gisement de matières premières et créer un matériau neuf. Comme le béton qui est concassé et qui permettra de produire du granulat recyclé. Voilà, et le terme valorisation est plus large. Il consiste à obtenir à partir de déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie. Donc le réemploi, en fait, on peut retenir deux points importants. C'est qu'il n'a pas le statut, enfin le matériau réemployé n'a pas le statut déchet. Et aussi le réemploi a un atout, c'est que c'est le procédé qui ne demande pas d'énergie, mis à part celui des transports parfois. Donc, quelques textes réglementaires. Donc, plusieurs textes de loi ont apporté des changements par rapport à la gestion des déchets pour inciter et surtout accompagner, cadrer une logique de réduction des déchets. Dès 2008, l'Union européenne a émis une directive cadre relative aux déchets. Elle constitue le socle de la politique et de la législation européenne en matière de traitement des déchets et donne les lignes directives pour la gestion, la valorisation, le recyclage des déchets. Elle introduit le concept de responsabilité élargie du producteur et confirme le principe de pollueur-payeur. Donc ensuite, donc quelques lois françaises. La loi Grenelle 2 en 2010. La loi portant engagement national pour l'environnement constitue le second volet du Grenelle de l'environnement. Elle fixe de nouvelles règles environnementales et de performance énergétique dans les domaines du bâtiment, de l'urbanisme, du transport, du climat, de la biodiversité. Ensuite, en 2015, la loi TECV relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Elle engage la France dans une nouvelle ère de la gestion des déchets par la lutte contre les gaspillages et la promotion de l'économie circulaire. La loi NOTRe, en 2015, c'est la nouvelle organisation territoriale de la République qui donne compétence aux régions en matière de planification des déchets. En 2018, la loi ESSOC, c'est la loi État au service d'une société de confiance qui permet au réemploi d'être une innovation possible prévue par la loi. Puis en 2012, puis le 12 février 2020, la loi AGEC, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Donc je vais y revenir un peu plus tard. Et enfin, la loi climat et résilience de août 2021. Cette loi, issue de travaux de la Convention citoyenne pour le climat, elle ancre l'écologie dans notre société.
Donc je reviens sur la loi AGEC. Donc jusqu'à présent, nous étions dans une économie linéaire qui consiste à extraire la matière première, produire un bien, le consommer et puis le jeter ou le déconstruire. Et aujourd'hui, pour répondre aux enjeux environnementaux et climatiques, nous devons passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Cela afin de réduire l'extraction des ressources, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de limiter la production de déchets. Donc les grands axes de la loi AGEC sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage en faveur du réemploi solidaire et agir contre l'obsolescence programmée et mieux produire. La loi AGEC elle touche tous les domaines de la consommation. Elle favorise le réemploi et la réutilisation ainsi que l'économie de la fonctionnalité et servicielle dans le cadre de la lutte contre le gaspillage. Je ne sais pas si je rentre dans les détails ou peut-être pas trop sur le temps. Peut-être qu'on va plus, enfin je ne sais pas, on va plus s'attarder sur les ressourceries après. Donc je vais aller vite. Donc dans la loi AGEC, il y a la mise en place de la REP, donc qui est en train de se mettre en place actuellement. Donc c'est entré en vigueur au 1er mai. Il y a, c'est la REP, je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Qu'est-ce que je peux dire en 2 mots? Le diagnostic PEMD. Ouais, après c'est après. Voilà, ça c'est la diapo d'après. D'accord. Ouais, après je rentre dans le détail du PEMD. Voilà. Donc ça arrive au 1er juillet. Donc avant on avait un diagnostic ressources, enfin, on a un diagnostic déchets. Maintenant c'est un diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets. Donc c'est pour les bâtiments, la démolition de bâtiments de plus de 1000 m² ou lors de travaux de rénovation significative, avec au moins 2 éléments du second œuvre concernés. Cette mise en place a pris un peu de temps et donc elle rentre maintenant en vigueur au 1er juillet. La plateforme du CSTB sur laquelle il faut renseigner les diagnostics va être fonctionnelle au 1er juillet et là viennent de sortir un arrêté avec les 2 CERFA attendus. Voilà, juste un autre mot sur la réglementation pour dire que la RE 2020, la réglementation environnementale RE 2020, donc elle est aussi en faveur du réemploi, car dans cette nouvelle réglementation, le réemploi est encouragé avec l'utilisation de matériaux, parce que lors du calcul de l'analyse du cycle de vie du bâtiment, les matériaux réemployés sont calculés et sont nuls. Donc le réemploi est un levier important afin de diminuer le niveau carbone des bâtiments et de répondre aux objectifs de la RE 2020. Donc juste un mot sur la loi climat et résilience. Une feuille de route vient de sortir sur la loi climat et résilience et on peut noter que le réemploi est une des pistes pour réduire le carbone. Et après pour conclure en fait, je sais pas, j'essaie de raccourcir en fait. Donc voilà, en fait le réemploi c'est une pratique qui existe déjà depuis longtemps. Cette démarche par rapport au changement climatique est nécessaire et doit se massifier. C'est voilà, quelques points importants. Donc je dirais que certains métiers évoluent et se spécialisent, comme l'assistance à maîtrise d'ouvrage réemploi, les diagnostiqueurs spécialisés. Il y a aussi des idées nouvelles qui voient le jour, comme par exemple les ressourceries éphémères de chantier. Voilà, c'est toute une structure qui s'organise et notamment le projet Aroxy œuvre en ce sens.
Au niveau du réemploi, l'ADEME et la région avaient lancé un appel à projet économie circulaire dans le BTP de 2018 à 2022. On a pu accompagner à peu près 7 ou 8 projets sur les questions de réemploi, que ce soit des matériothèques, des projets accompagnés, notamment le projet Phoenix de Cinétique et d'autres, et Aeroxy également. Alors ça nous permettait d'avoir une visibilité, de dire voilà, la région peut a des dispositifs sur la question de réemploi. Aujourd'hui, cet appel à projet a été arrêté, notamment l'ADEME n'a plus les mêmes dispositifs sur l'accompagnement des associations, des entreprises et collectivités sur ce sujet, mais côté région, on trouve important de continuer à structurer cette filière sur le territoire. Ça crée des emplois pérennes, ça crée de l'activité, de l'économie. Et puis bon, c'est quand même une filière auquel moi je crois, je ne vais pas dire on, mais moi je crois. Et donc on va continuer à mettre les dispositifs que l'on a sur l'économie circulaire, qui sont des dispositifs d'aide aux études et aide à la réalisation de projets, donc notamment les investissements. On va continuer à les mettre sur les questions de réemploi de matériaux dans le bâtiment, etc. Comme on fait aujourd'hui des accompagnements auprès des ressourceries, tout type de produits, des 3E, ameublement, etc. Voilà, c'est ce petit coup de pouce qui permet à des structures, voilà, de pouvoir avoir des investissements, pouvoir se lancer, avoir de l'équipement. Donc, bon, je n'ai pas préparé de diaporama, vous aurez mes coordonnées dans le programme. Faut savoir voilà, qu'il y a ces dispositifs qui existent, des dispositifs économie circulaire. Je suis la référente sur ces sujets, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi au démarrage d'un projet. On accompagne financièrement et puis surtout le rôle aussi de la région, c'est de vous mettre en relation avec les bonnes personnes. On a une agence de l'économie du développement qui est ad hoc. Voilà, on connaît un peu des référents de territoire. On travaille aussi avec les acteurs de l'ESF. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et on essaiera de voir si effectivement il y a des projets qui peuvent continuer à être accompagnés sur le territoire de l'Occitanie sur ces questions de réemploi. Et aujourd'hui, c'est effectivement un programme prévu sur les recycleries éphémères. J'avoue que je n'ai jamais accompagné, il y a peut-être des choses à faire, il y a peut-être des choses à expérimenter. Donc voilà, on avance en marchant, pas à pas, mais je suis là aussi pour voir s'il y a des possibilités sur ces sujets-là également. Voilà, merci. On est très content d'être invité ce soir pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur, ressourcerie de chantier. Déjà aussi merci à la région parce que c'est un acteur qui, sur beaucoup de lycées en ce moment, se mobilise vraiment sur le réemploi. Donc il y a beaucoup de projets de rénovation et de lycées, rénovation et de nouveaux projets de lycées avec vraiment un volet réemploi qui est porté par la région. Donc bravo à eux de se lancer là-dedans parce que Dieu sait que c'est un sujet compliqué, notamment au marché public, mais voilà, on est tous là parce qu'on a envie de développer ça. Et puis merci Enviropat aussi de structurer cette filière en Occitanie. Vraiment, on est tous contents d'avancer sur ces sujets-là. Donc le programme, on va vous présenter les 3 premières ressourceries qu'on a faites sur 3 contextes complètement différents. Une ressourcerie dans un petit village sur un EHPAD qui a été complètement déconstruit parce qu'il avait été inondé. Mon collègue Guillaume Brosse qui est là, viendra vous présenter un projet complètement différent sur des constructions d'un projet privé, donc un ancien site IBM pour le compte d'un promoteur à Montpellier. Et la dernière ressourcerie, celle du projet Uranus sur la Mosson. Vous avez peut-être entendu parler du projet on a fait sur un projet pilote, donc Uranus, un projet pilote réemploi pour ACM Habitat, où il y a eu, nous en tant qu'AMO réemploi, on a proposé une ressourcerie éphémère et puis aussi tout un projet de récupération des pierres de taille de façade. Merci. Voilà, alors avant de commencer un petit peu, qu'est-ce que un peu le concept d'une boutique éphémère de ressourcerie de chantier, hein, c'est assez simple. L'idée c'est d'avoir en fait directement sur un chantier des matériaux qui sont destinés à aller à la benne, dans vraiment le côté anti-gaspillage, le bon sens paysan de ne pas jeter des choses qui pourraient servir, et sur une émole, il y a toujours des choses encore en bon état qu'on peut récupérer. Donc l'idée, voilà, c'est d'arriver
à créer un petit espace de vente, d'animer cet espace et de revendre à des prix symboliques des matériaux qui normalement devraient aller à la benne. Il n'y a pas de format un peu consacré, c'est souvent quelques jours, mais ces boutiques peuvent être animées sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, selon les contraintes logistiques du chantier. Elles peuvent être ouvertes au public, parfois nous sur Majoria c'était que sur des professionnels. On peut avoir des horaires de visite ponctuelle sur rendez-vous. Alors voilà, vraiment on s'arrange en fonction de la manière dont on le conçoit, il n'y a pas vraiment de règles, on fait un peu ce qu'on veut. Mais souvent c'est 2-3 jours, en pied de chantier, c'est ce qu'il y a de plus commun, mais il n'y a pas que ça. Donc en pratique, la revente des matériaux, en fait c'était quelque chose qui était assez courant. Je ne sais pas où est Suzanne, j'ai vu ça dans un de ses rapports. Un de ses rapports sur un projet commun, elle disait qu'il y a 25 ans, la veille des marchés, des chantiers de déconstruction, c'était courant de revendre un peu tous les matériaux en bon état aux habitants du quartier, de faire un peu comme une foire à tout, un peu un marché aux puces où on va essayer de pas jeter et de revendre symboliquement les éléments qu'on accorde de la valeur. Ça, évidemment, c'est une pratique qu'on voit de moins en moins, qui avec le temps se voit plus parce que les matériaux sont de moins en moins chers, et puis c'est des pratiques qui sont devenues un peu honteuses presque. C'est des pratiques, les démolisseurs font plutôt ça sous le manteau parce que c'était un peu mal vu finalement, c'était un peu faire les poubelles. Je sais que nous, à l'époque, à Prévenisse, en 2018, on nous avait parfois dit qu'on était les clochards du bâtiment. On faisait les poubelles, voilà. Donc, à l'époque, c'était des pratiques un peu... c'était pas... Dans les années 90-2000, ouais, c'était moins vu. Et puis ça revient à la mode avec, depuis quelques années, l'essor du réemploi en France. On a revu quelques boutiques éphémères qui ont émergé à Paris, en Ile-de-France et dans l'Ouest. Et nous, on en a proposé quelques-unes en Occitanie. J'essaie de faire quelques recherches. C'est une pratique, je pense, qui est quand même encore assez rare. Moi, j'estime qu'il y a entre 30 et 50 boutiques éphémères qui ont été réalisées en France ces dernières années. Bon, ça n'engage que moi. C'est une estimation que je fais, voilà. Là, une petite photo de Charline Bauder, qui est la fondatrice de La Belle Air, qui maintenant s'appelle Murmure et Emploi, qui a fait notamment les photos que là, c'est la ressourcerie éphémère de la tour ISAB, donc une démolition de logements sociaux à Pau. Voilà, c'est un acteur qu'on a invité qui n'a pas pu venir malheureusement, mais dans l'Ouest, Murmure, La Belle Air, ils ont réalisé, je crois, 6 ou 8 boutiques éphémères. Donc il y a des acteurs qui arrivent à impulser des dynamiques dans des régions. Et voilà, c'est une pratique qu'on espère qui est en train de se développer en France, peut-être grâce à des éléments comme ça aussi. Donc l'intérêt d'une boutique éphémère, ça va être de réduire, clairement, de réduire le transport, éviter de passer par une plateforme physique, d'avoir une étape de transport, de stockage, de chargement avec des risques de casse, de vol, de perte, etc. Là, on va tout laisser sur site, on n'aura pas d'espace tampon, donc ça va simplifier tout ce qui est logistique, stockage, manutention. Et puis derrière, de pouvoir ouvrir aux professionnels, voire au grand public, un espace de vente. Parce que quand on vend des matériaux de réemploi, Guillaume pourra vous le dire tous les jours, nous chez Airplace, sur Airplace on a une boutique, on a un catalogue, une plateforme numérique avec un catalogue en ligne, mais on ne vend pas des matériaux en ligne. 9 fois sur 10, c'est des artisans qui viennent, ils ont besoin de toucher le produit. Donc en plus c'est des matériaux d'occasion, donc il faut voir en quel état ils sont, etc. Donc pour vendre des matériaux de réemploi, il faut venir les toucher. Donc là c'est plus simple, on les laisse sur place et on permet à tout le monde de venir toucher les matériaux et voir un peu s'ils peuvent repartir avec ou non, quoi. Donc il y a un aspect pédagogique, environnemental, du bon sens, et puis il y a aussi surtout un côté social, patrimonial de la démarche, parce que nous, ce qu'on a vu sur les boutiques éphémères, c'est qu'il y a toujours, alors quand c'est ouvert aux habitants du quartier, il y a un côté, les habitants viennent et vous racontent l'histoire du bâtiment. Il y a la belle-sœur qui a travaillé là sur l'EHPAD. Nous, on était dans un petit village, on a la moitié du village qui est venu, et tout le monde avait un proche qui avait vécu dans l'EHPAD, donc tout le monde était venu dans l'EHPAD, et tout le monde nous racontait sa petite histoire de « Ah bah tiens, je me rappelle, machin », et en fait, voilà, il y a un petit côté ça crée du lien social, un petit côté historique, patrimonial qui est assez sympa quand même finalement, de revenir sur, on démolit un bâtiment mais derrière il s'est passé des choses, et voilà. Et ça c'est des choses qui ne sont pas quantifiables, mais ça crée vraiment du lien social. Et puis, comme je disais, mettre en avant une pratique qui encore se fait un peu sous le manteau, et que finalement le réemploi c'est quelque chose environnementalement et même financièrement qu'il faut développer, mais il ne faut plus le faire sous le manteau, il faut le développer un petit peu
de manière voilà, normale. Après les inconvénients, l'inconvénient, c'est que en général sur des matériaux de réemploi, il y a une petite étape de remise en état, de reconditionnement, qui est plus compliquée à faire sur un chantier. Donc là, sur le chantier d'Uranus, il y a Masse Réemploi, Yvan est là, ils ont fait l'effort dans le froid, dans les garages, en plein hiver, de nettoyer à l'éponge, bon, avec des gants, mais tout ce qui est sanitaire, lavabo et tout, pour que ce qui avait été déposé puisse être vendu et soit relativement propre. Mais on ne peut pas se permettre de reponcer, redécouper, voilà. Enfin, bricoler, on n'a pas vraiment on est dehors sur un chantier de démolition et on n'a pas forcément les conditions pour remettre en état le matériel. Donc souvent ce qui est démonté, c'est vraiment les choses qui sont en très bon état qu'on peut revendre et qu'on n'a pas besoin de. C'est plus des objets que de la matière, quoi. Concrètement aussi, c'est des choses qui sont vendues à prix symbolique. C'est très souvent le coût de revente ne couvre pas le surcoût de démontage propre, mais c'est pas toujours le cas, on le verra tout à l'heure. Mais donc souvent, quand c'est des bailleurs sociaux ou des maîtres d'ouvrage publics, ils font pas ça pour l'argent. Il va y avoir un surcoût de 5 000 € et on va avoir un chiffre d'affaires de 1 000 €. Donc clairement, bon, on n'y est pas, mais c'est des petits montants et ça peut s'absorber. Sur des projets privés, ça va être l'inverse, c'est plutôt on va faire des boutiques éphémères parce que c'est rentable. Et donc ça peut l'être sur des gros projets. Le gros sujet, c'est l'aspect sécurité. Donc faire ouvrir un chantier au public, un chantier de démolition, c'est encore plus dangereux qu'un chantier de construction. Donc il va falloir mettre des barrières ERAS et vraiment délimiter un chantier ouvert, un espace délimité pour le grand public. Nous, on a eu le problème sur Saint-Hilaire. On était dans un petit village, on pensait qu'on aurait 10 personnes. On a eu la moitié du village. Et en fait, les gens ont commencé à s'introduire sur le chantier de démolition. On n'arrivait pas à gérer parce qu'on était en sous-effectif. Donc voilà, et en fait, bon, si quelqu'un se blesse, c'est très, très compliqué à gérer. Donc voilà, c'est quand même un vrai problème, c'est vraiment l'aspect sécurité. Et puis, il y a l'aspect planification. Pour pouvoir bien communiquer, nous on essaie de diffuser un catalogue pour pouvoir qu'il y ait des précommandes et que les gens puissent, ça leur donne envie de savoir ce qu'il y aura à voir, ça donne plus envie de venir. Et donc pour pouvoir diffuser le catalogue, il faut la date, et pour pouvoir caler la date, il faut que le chantier, un planning calé, et un chantier de démolition, la priorité c'est pas de caler la date de la boutique éphémère. Donc en général la date elle est calée quelques semaines à l'avance et donc ça nous permet, nous on aimerait pouvoir communiquer 1-2 mois avant, faire des affiches, des flyers, diffuser le catalogue, et c'est rarement le cas. En général, on diffuse 2-3 semaines avant, au grand max. Voilà un petit peu le concept de la boutique éphémère. Bon, je ne m'étends pas trop, je vais vous parler un petit peu, je ne sais pas si je tiens le timing. Non, je suis un peu bavard. Ok, je vais aller. Ok, alors je vous parle de la boutique éphémère de Saint-Hilaire, donc notre première boutique, et on pense que c'est la première boutique éphémère en Occitanie. Tant que personne nous contredit, on dira que c'est vrai. En juillet 2021, qu'on a réalisé avec l'entreprise Horizon Démolition. Alors, est-ce que ça a marché? Donc je disais, c'est un EHPAD. Donc en fait, en 2018, il y a eu de tragiques inondations dans l'Aude. Et l'EHPAD du petit village de Saint-Hilaire, entre Carcassonne et Limoux, vraiment un peu paumé quand même, a été inondé, et donc passé en zone inondable, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, on doit le déconstruire totalement, et en fait il a été évacué, mais il était utilisé, donc tout ce qui était dedans était en très très bon état. Et donc la maîtrise d'ouvrage, qui est l'EPF Occitanie, avait commencé à se poser des questions, ils avaient fait un diag et se demandaient comment peut-être essayer de faire un du réemploi, et nous on a pris le parti avec Horizon Démolition de proposer une boutique éphémère. On cherchait un projet pour essayer de tester le concept. Et donc on a proposé ça, on a répondu à l'appel d'offres et on a remporté l'appel d'offres, et donc on a organisé cette boutique éphémère. Comme les délais, on a eu, je crois qu'on a été missionné en mi-juin, et en fait on a ouvert la boutique, il fallait l'ouvrir en mi-juillet, donc on a été très speed, donc on a demandé à Cambia, Sandrine Butron, de nous rejoindre l'équipe de Capronis pour arriver en urgence à gérer l'événement. Et donc voilà, la boutique a ouvert 16-17 juillet dans le hall d'entrée. Donc il y avait en fait devant un couloir de barrière ERAS pour sécuriser l'allée entre l'entrée du chantier et le hall d'entrée de l'ancien EHPAD. Et le hall d'accueil a été sécurisé pour permettre d'organiser les présentoirs, enfin entre guillemets, les présentoirs de la boutique éphémère.
Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé quand on a été missionné? On a complété le diag, on a fait des relevés et on a fait un catalogue qu'on a très rapidement essayé de diffuser à notre réseau sur les réseaux sociaux, grâce à Envirobat, on est passé par la CAPEB. Les artisans, c'est vraiment souvent beaucoup un grand vivier de clients. On est passé par les journaux locaux, il y a eu un petit article dans la gazette locale et en fait, voilà, on a réussi à avoir beaucoup de monde. En parallèle, il y a eu la dépose sélective pendant 2-3 semaines par Horizon Démolition, et puis on a ouvert la boutique éphémère pendant 2 jours, un vendredi et un samedi. Donc le bilan a été extrêmement positif, on ne pensait pas, comme vous le dites, on a été submergé de monde. On a vendu 700 articles, voilà, 2,7 tonnes de déchets, 18 tonnes d'équivalent carbone, parce que le bilan carbone est énorme, parce qu'on a eu beaucoup de métallerie et beaucoup d'équipements électriques CVC. Je ne vais pas prendre le temps de faire la liste, hein, je vous laisse regarder, mais beaucoup d'électricité, CVC, on a vendu un peu de tout. En fait, tout était en bon état. Il y avait une rénovation d'une partie du bâtiment quelques années auparavant. Donc vraiment, on avait des matériaux de qualité. Voilà, encore la suite un petit peu, avec beaucoup de plomberie, le Grand Prix de Soleil en bas qui a été démonté et vendu, des gardes de corps, l'électroménager. Voilà. Le chiffre d'affaires, bon, par contre, n'est pas énorme. On a eu 2 000 € hors taxe. Clairement, ça ne couvrait pas les surcoûts, mais on en parlera un peu plus tard. Donc voilà un petit peu, ça c'était avant l'ouverture de la boutique, enfin pendant la phase de dépôt, donc tout ce qui a été déposé par Horizon BTP, tout ce qui a été démonté proprement et stocké pour la revente. Et puis voilà un petit peu les photos pendant la boutique. Donc malheureusement, on n'a pas énormément de photos parce qu'on était que 2 à venir à la boutique. Comme je vous dis, il y avait tellement de monde que on n'a pas eu le temps de prendre des photos. Mais vous avez une bonne idée d'un peu comment ça s'est passé. On était vraiment un petit village avec vraiment tous les gens du quartier qui venaient se rencontrer. Limite, ils prenaient l'apéro à l'entrée. Enfin, il y a la police municipale qui est passée, etc. C'était vraiment très sympa. Et puis à la fin, comme c'était un EHPAD, il y avait beaucoup d'équipements PMR, des barres de maintien, des strapontins dans les douches, etc. Et il y a eu un don à la APF, l'Association des paralysés de France, qui ont une technicothèque qui récupère des accessoires PMR pour les handicapés qui ont des problèmes, voilà, pour récupérer d'occasion des éléments de... Et puis le maire, et également la mairie de Saint-Hilaire, avait avant déjà préempté et a fait énormément de réemploi en parallèle. Donc toute la liste qu'il y a là, c'est pas passé par nous, c'est passé directement à la mairie à réserver ces éléments, à demander aux démolisseurs de mettre de côté tous ces éléments-là, notamment la chambre froide qui est partie chez le copain boucher du maire, et plein de choses. Donc il y a vraiment eu énormément de réemploi sur ce projet. On était assez contents. Donc la maîtrise d'ouvrage, le PF Occitanie, comme c'était catastrophe naturelle, c'est le PF Occitanie qui gérait les démolitions dans l'Aude. Financièrement, comment ça a tenu en fait, l'entreprise de démolition Horizon a fait le choix d'utiliser le coût de revente d'un groupe électrogène. Il y avait un groupe électrogène qui valait beaucoup d'argent qu'ils ont vendu et qui a permis de financer, je ne sais pas combien c'était, mais ça a permis de financer une équipe pendant 2 semaines pour faire la dépôt sélective. Voilà un petit peu, et nous, notre prestation d'organisation de la boutique, on a proposé une ligne dans la réponse à l'appel d'offres qui a été validée par le PF. Voilà un petit peu, donc le bilan était très positif, beaucoup d'affluence, on a vendu énormément de choses environnementalement. Alors après il y a eu des vols, bon comme c'est un peu classique sur des chantiers de démolition, des éléments abîmés, des éléments compliqués à déposer. On avait énormément de demandes sur les lames de terrasse, mais elles étaient pleines de mousse et on en a démonté un peu et on a laissé tomber. Et puis la culture de la négociation, alors ça c'est un peu énervant, c'est-à-dire que nous on vend des choses 3 €. Il y a un petit vieux qui m'a acheté des vannes à 3 €, mais il les a négociées à 2 €. Il est revenu le lendemain me montrer qu'elle valait 30 € neuf, juste pour m'expliquer à quel point il était content de... Et c'est vrai que bon, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que ouais, c'est comme une brocante où tout le monde négocie, on est sur le bon coin, et voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu énervant quand on tient la boutique et qu'on doit gérer plein de trucs. Mais sinon, globalement, voilà, c'était très très sympa et on est très content d'avoir pu faire ça sur ce projet-là. Alors maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Guillaume Brosse. Donc là, projet privé pour un promoteur, c'est pas une promoteur, c'est une foncière, mais c'est à peu près la même chose, sur le campus IBM Majoria à Montpellier. Bonjour à tous. Voilà, donc je vais vous parler moi d'une ressourcerie qui est plus hybride de l'opération. Donc il s'agissait, c'est pas loin d'ici, de la déconstruction sélective, du curage sélectif
dans le cadre de la démolition de l'ancien site industriel IBM. Donc 40 000 mètres carrés. Alors là, on n'avait pas énormément de lavabo, de sanitaires comme dans l'EHPAD, mais par contre énormément de cloisons modulaires. Cloisons modulaires, c'est un des produits phares un petit peu dans le réemploi aujourd'hui. Facile à démonter, comme son nom l'indique, et à remonter, ça selon certaines conditions. Donc, ces cloisons qui se trouvaient donc, dans des bureaux, des salles blanches, et puis derrière, bon, des locaux techniques avec aussi énormément de dalles de plancher technique. Deuxième produit phare du réemploi aujourd'hui, un auditorium avec énormément de fauteuils de cinéma en fait. Plus compliqué ça, espace commun sanitaire, bon voilà, on avait un peu de tout, ce qu'on pouvait trouver sur le second œuvre. Je te passerai la parole peut-être tout à l'heure, on a quelqu'un de DMC, bon. Oui voilà. Donc, volonté forte de la maîtrise d'ouvrage, Covivio, qui, entendant un peu de ce campus, engagé chez Circolab, et maîtrise d'œuvre urbaine, je crois qu'on le verra tout à l'heure, donc Arcadis, et Le Bunetel, qui est un archi local. Ouais. Voilà, bon. Donc on a mis en place avec le démolisseur sélectionné d'MC cette boutique éphémère. Donc je vais vous expliquer un peu le déroulé. Ah, il a chaud aussi. Bon, en gros, la mission qui nous a été confiée donc sur cette coordination de démarche réemploi, qui était vraiment inscrite noir sur blanc dans le décès du démolisseur, a consisté déjà à compléter le diagnostic PMD qui avait été réalisé, pour avoir davantage de photos, d'infos, dimensions, quantité, etc., pour vraiment être en mesure de commercialiser efficacement ces ressources disponibles. Donc, inventaire détaillé, tout ce début d'année, et qui a donné lieu à la publication d'un catalogue en ligne. Donc une partie de notre catalogue existant AirPlace a été dédiée voilà, aux ressources disponibles sur ce chantier, et ensuite il y avait un lien aussi sur le site de DMC. On a organisé donc, et supervisé les visites groupées, évidemment pour que ça soit le moins chronophage possible, et puis aussi que ça ne gêne pas le début du chantier, l'installation des équipes de désamiantage et puis d'épurage de DMC, car il s'est agi de faire de la coactivité. Donc ça c'est un aspect assez particulier sur ce chantier. Donc ensuite notre rôle c'était de justement faire en sorte que cette coactivité se passe bien, dans la mesure où les acheteurs, il n'y en a eu que 10. Et c'était pas le boucher du coin, c'était que des professionnels et des associations, et qui sont venus démonter eux-mêmes les matériaux. C'est ce qu'on appelle la dépose autonome. C'est ce qu'on essaie aussi, selon les cas, de mettre en avant, parce que ça va simplifier la vie de tous les acteurs sur le chantier. Et s'agissant des cloisons modulaires, justement, c'est un exemple où il vaut mieux que ce soit vous qui démontiez pour remonter ces matériaux. Si vous ne savez pas comment c'est fichu, les fixations, etc., si vous ne numérotez pas, si vous ne mettez pas une petite gommette, voilà, très compliqué. Puis voilà, quand on déconstruit, Yvan ne dira pas le contraire. Voilà, on sait beaucoup mieux comment c'est fichu et la robustesse, etc. Et bien sûr la remise en œuvre. Donc ensuite, on avait évidemment ce rôle d'interface commerciale et financière et administrative, et notamment facturation, etc. Là aussi des prix symboliques évidemment. C'était quand même une volonté, surtout du démolisseur, d'MC, de prioriser les associations et l'impact social aussi de cette démarche. Donc des associations et des chantiers d'insertion, certes, force. Ce sont des structures héroltaises et gardoises essentiellement.
Donc on a eu, bon là on a les acteurs que j'ai évoqués, marché privé, dépose autonome, on peut aller à la slide suivante. Donc ça a commencé en mars et ça continue encore actuellement. Et voilà, c'est sur rendez-vous, c'est pas sur un week-end, voilà, venez vous servir à la brocante du coin. C'est vraiment là, quand même différent comme procédé. Donc, comme je le disais, énormément de cloisons, mais aussi des sols souples, de la menuiserie, faux plafond, très peu finalement, parce que compliqué malgré tout à opérer, à démonter, pardon. Des panneaux USB, aglo, voilà, du bois, des tableaux Velleda, et puis des luminaires, chemin de câble très peu, pas mal d'équipements électriques malgré tout, sanitaire et lavabo. Voilà. Donc tous ces matériaux ont été démontés par la plupart donc, par une dizaine d'acteurs qui sont venus en équipe, qui étaient supervisés par le SPS de Dempsey, parce que bon, le chantier est quand même très sécurisé, puis Dempsey, voilà, c'est carré. Donc cette dépose autonome s'est faite dans les règles de l'art et de la sécurité. Et par ailleurs, il y avait aussi donc ce gisement de plancher technique qui a été géré en direct par les équipes de Dempsey. On a quelques exemples. Au niveau des chiffres, voilà, on a quelques données. Bon, c'est provisoire. Pardon ? C'est une autre échelle, effectivement, ouais, que tout à l'heure. Donc, forcément, ça pèse. Hein, des panneaux, des cloisons et du plancher technique. Ça n'a pas été comptabilisé, ça va au moins doubler le tonnage de déchets évités et l'équivalent CO2. Et bon, voilà, le chiffre d'affaires, il est relativement symbolique aussi, vu les quantités dont on parle, et la qualité aussi des matériaux, parce que l'IBM c'était quand même du très haut de gamme, et parfois du matériel récent, hein, c'était un site qui était occupé il y a encore 5 ou 6 ans. Bon voilà, quelques exemples aussi d'éléments de déco, des miroirs, il y avait des miroirs dans les couloirs pour pas qu'ils se percutent, c'est vous dire un peu le dimensionnement du site. Et quelques photos. Voilà, donc ce qu'on peut se dire, c'est que les cloisons modulaires, toujours, c'est un must aujourd'hui. Non, ce qui était bien, c'était donc cette coactivité a permis quand même, coactivité entre les équipes du démolisseur et les associations, donc essentiellement, et entre les associations elles-mêmes, d'avoir vraiment un échange et tiens, je te prête un marteau, mais aussi tiens, je te montre comment tu ne prends pas le vitrage sur la figure, et donc comment voilà, on fait du réemploi dans les règles de l'art. Donc cette mutualisation de moyens, de compétences, c'était vraiment pour nous important, et puis une belle satisfaction. Voilà, donc derrière des projets d'intérêt général aussi, juste un petit exemple, voilà, des tableaux Velleda, donc il y en avait des centaines, on a, voilà, 70 ont été détournés de la benne du coup. Ça va atterrir une partie dans l'association Mathérapie, toute petite association d'aide de soutien scolaire pour des gamins déscolarisés qui ont du mal avec les maths. Et donc la présidente qui est venue les récupérer elle-même. Alors ils avaient été démontés hein, par le démolisseur auparavant, mais voilà, ça va servir à des jeunes qui voilà, apprennent mieux les maths en extérieur visiblement. Et voilà. Donc, pour finir, fidélisation de nouveaux partenaires. Oui, il y a quand même aussi 300 m² de panneaux aglo qui ont servi d'approvisionnement pour Tisu, une structure à Lyon qui fait du mobilier upcyclé, qui a envoyé un camion directement charger tout ça. Boutique éphémère résidence sur Airbus à Montpellier, projet pilote ACM, 4 rue Nice, on est MO Réemploi, Masse Réemploi a intervenu sur la dépose sélective et le reconditionnement. Ça s'affiche plus du tout. Ah, il y a un début. Donc on est sur une grosse barre d'immeubles à la Mosson, première grosse démol dans le
cadre du NPNRU, un renouvellement urbain du quartier de la Mosson, un projet un peu politique. Vous voyez, c'est dommage que vous ne voyez pas la photo de notre maire Michael Delafosse qui fait son discours sous le logo catrionniste. Voilà, on a eu une cérémonie de la dépose de la première pierre, donc parce que c'est le chantier, on a déposé toutes les pierres de façade. En parallèle, le jour de la cérémonie, on a fait l'ouverture de la boutique éphémère, on a tout. Donc on a eu un projet un peu médiatisé, c'était vraiment un projet pilote, et où il y a eu plein d'acteurs publics qui ont travaillé main dans la main. Il y a eu des caméras, etc. Donc c'était assez sympa. Et puis on a ouvert l'ouverture de la ressourcerie éphémère, donc les 31 mars, 1er avril, au pied de la résidence. Ah, on voit presque tout. Voilà un petit peu donc les acteurs, j'en ai déjà parlé, maîtrise d'œuvre Ginger Deléo. Donc nous on a travaillé en conception Ginger sur l'aspect rédaction des marchés, clauses, préparation de la boutique et des pierres. Et puis c'est Cardem et Masserie Emploi qui ont remporté le marché des constructions, donc Masserie Emploi sur l'aspect co-traitant des poses sélectives et qui nous ont aidé à animer cette boutique, surtout sur l'aspect, après avoir démonté, remis en état, ils nous ont aidé un petit peu à animer cette boutique éphémère sur les 2 jours, qui était ouvert vraiment à tout le monde, aux habitants du quartier de la Mosson et aux artisans du quartier. En parallèle, nous, quand on a répondu à l'appel d'offres de la Réemploi, on avait proposé de travailler, qu'il y ait un volet social, parce qu'en fait, qui on est, nous, pour parler de réemploi des gens de la Mosson, et, enfin, voilà, moi je me sentais pas légitime pour dire aux gens, venez... on voulait que l'événement soit compris par les gens du quartier, donc on a fait un chantier d'insertion avec APS 34, des jeunes du quartier, on a fait des brainstorming pour arriver à faire des supports de communication qui soient compris par les gens du quartier. On voulait que le jeune de 15 ans et la mamie de 90 ans puissent comprendre. Donc voilà, on a travaillé avec ces jeunes-là qui nous ont aidés après à flyer, à déposer déposer les affiches et les catalogues dans le quartier. Donc après voilà, le diagnostic ressources qui avait été fait 1 an avant, 1 an après quand Masserie Emploi a été désigné, on a refait un tour pour se mettre d'accord sur, après beaucoup de volets, de dégradation, il restait plus grand chose malheureusement. Voilà, là le gisement était peu qualitatif. Masserie Emploi a quand même fait des miracles, ils nous ont, en nettoyant, en faisant des trucs bien, on est arrivé à avoir une boutique quand même assez sympa. On a diffusé le catalogue des affiches très tardivement parce que comme monsieur le maire est venu, et finalement ça a compliqué beaucoup les choses sur le calage de la réunion parce qu'il fallait se caler sur le... Bon. Donc on a communiqué que 2 semaines avant, et donc ce qui fait que ça a compliqué la communication. Donc sur la boutique, toujours très sympa avec les gens du quartier, vraiment échange sur la vie de la Mosson, plein de gens qui nous racontent en quelle année ils sont arrivés, etc. Parce que c'est le début d'une nouvelle ère à la Mosson quand même. Après le discours de monsieur le maire, voilà, on a eu vraiment les gens du quartier et des artisans. Le bilan est un peu plus modeste, mais vraiment en termes de pédagogie c'était très sympa. Voilà, 457 éléments vendus, 400 kg de déchets, on a vendu presque les 2 tiers de ce qui avait été déposé. On était assez contents, avec un beau musée de toilettes de réemploi comme vous pouvez voir. Et voilà, donc très content parce qu'il y a vraiment un volet social. Vous voyez la photo avec toutes les petites mamies du quartier qui sont venues en force faire la bise à monsieur le maire et qui sont venues, voilà, c'était vraiment sympa. Médiatisation, on a eu les caméras qui sont venues le vendredi. Et puis il y a donc Altemel, ACM, la CERM, mais aussi la métropole, la région et la ville de Montpellier, tous plus ou moins soutenu le projet. Donc on a réussi à faire travailler tous ces acteurs-là ensemble, ce qui n'est pas toujours facile, mais au final ça s'est pas trop mal passé. Et puis nous on est contents d'avoir travaillé avec Masserie Emploi, qui nous ont aidé à tenir la boutique sur les 2 jours, le vendredi et le samedi. Les points, là, ce qui a moins marché, on a communiqué très tard. Et puis le samedi, on n'a plus beaucoup de monde parce il y a eu beaucoup de vent et puis c'était le ramadan. Et tout le monde a dit mais pourquoi vous faites ça pendant le ramadan? Mais oui, on avait pensé, de toute façon on n'avait pas le choix. Donc on nous a un peu, voilà, fallait se caler sur le chantier, le planning du chantier ne tient pas compte du ramadan. Donc, voilà. Et puis, il y a toujours eu le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de vols et de dégradations, donc le gisement qu'on avait estimé 1 an avant, il n'était plus là au début du chantier, quoi. Mais sur tous les logements sociaux, c'est un peu la même chose. Voilà un petit peu le bilan un peu plus rapide, mais voilà, merci à vous de m'avoir écouté. Je passe la parole au suivant. Bonsoir à tous, merci Environbat pour l'organisation et merci à vous d'être là. On va parler de la ressourcerie pour le ministère de la Justice. Juste avant, je vais
Je vais dire qui on est. Donc nous, Ouna Ingénierie, on est un bureau d'études d'ingénierie basé sur Toulouse. On fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Seuil. Donc on a une agence d'architecture et un cabinet d'ingénierie, mais on ne fait pas du calcul de structure. Nous, on est plutôt sur l'ingénierie de chantier. Donc suivi de chantier, on a un gros volet sur l'AMU, donc l'assistance à maîtrise d'usage. Et enfin, on a un volet sur l'économie circulaire, le réemploi et la transition écologique. Pour nous, le réemploi, c'est quoi? On n'est pas des faiseurs, à la différence de Caprionis. On ne va pas tenir la boutique éphémère de chantier, mais par contre, on va être à toute la chaîne amont, donc diagnostiqueur PEMD. Et après, on va aider, souvent, on a ce qu'on va appeler l'AMO, réemploi. Donc aide à la prescription, accompagnement des entreprises, sensibilisation des maîtrises d'ouvrage. Et enfin, à la fin, on récolte toutes les données qui sont arrivées, donc un peu ce que Caprionis vous a présenté, et enfin, on fait le bilan. Donc vous avez un exemple du bilan qui a été imprimé en petit livret, donc ça c'est ce qu'on produit pour nos maîtrises d'ouvrage, et ce qui va leur donner un peu de visibilité. Je vais essayer de lancer... voilà. Donc, dans le cadre de ce chantier-là, pour le ministère de la Justice, on a réalisé aussi une vidéo de sensibilisation qui permettait au ministère de communiquer sur cette opération de réemploi et d'expliquer ce que c'était et ce qu'ils avaient mis en place. Non, Là, c'est bon? Ouais. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que si tu double-cliques, ouais, c'est juste dessus. Ah, ouais. Nous sommes sur le lieu d'accueil de l'unité d'hébergement collectif de la Cale qui a ouvert ses portes en 1971. Depuis 2007, nous n'accueillons que des jeunes placés dans un cadre pénal. Les bâtiments se sont révélés assez rapidement inadéquats à la prise en charge avec 3 niveaux, un rez-de-chaussée et 2 étages où se situaient les chambres. Ce projet m'a été confié une fois l'étude de faisabilité passée. Donc plusieurs scénarios ont été étudiés, dont la conservation de ce bâtiment et raser le bâtiment et faire du neuf. Et fonctionnellement et techniquement, il a paru plus rationnel de faire du neuf. Quand les architectes ont proposé de réemployer certaines matières, nous avons trouvé effectivement cette démarche très intéressante et qui s'inscrit, nous, dans notre façon aussi d'éduquer les jeunes que nous prenons en charge. On a vraiment poussé dans ce sens-là du réemploi, du diagnostic ressources et de la déconstruction plutôt que de la démolition. L'UNA a fait un inventaire de tout le mobilier, de tous les équipements disponibles sur site. Et cet inventaire a été proposé à la PJJ pour savoir qu'est-ce qui pourrait être réemployé directement dans leur service, puisque la PJJ dispose de plusieurs établissements. Sur le projet, il y a des blocs sanitaires qui sont réutilisés, en tout cas des lavabos. On va quand même garder un peu de notre histoire dans les futurs locaux. On nous a demandé de créer une boutique éphémère. Donc actuellement, elle est au rez-de-chaussée du bâtiment. On s'est basé essentiellement sur le diagnostic de ressources fait par l'UNA et on s'est appuyé aussi sur Cycler, notre partenaire sur cette opération, pour la mise en ligne des objets et des ressources valorisables. Il faut retrouver par exemple les lampes d'eau, tous les mobiliers, quelques menuiseries qu'on aura déposées pour donner l'exemple, pour éviter aux particuliers de faire trop de chantier. Parce que le but, par exemple, de ces menuiseries, c'est de les déposer si on trouve vendeur. Donc, à la différence de Caprionis, là, ce qui a été demandé, c'est vraiment de... c'est vraiment on a demandé à l'entreprise de réaliser cette boutique éphémère. Comment ça s'est passé? C'est qu'au démarrage, je vais refaire un peu l'historique de comment est-ce qu'on en est arrivé là, mais
Donc, juste avant, c'est le futur site. Là, vous avez vu le site existant qui va être complètement démoli, qui a été complètement démoli. Donc, on est sur 1285 mètres carrés de surface démolie. Et on est sur 920 mètres carrés de surface construite. Et on a vraiment une optimisation des plans, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous l'avez entendu, c'était pas du tout adéquat. On avait des chambres au-dessus, en dessous. Enfin, c'était un peu le bazar pour eux et à surveiller, c'était devenu compliqué. Les points clés qu'on a eus sur la boutique éphémère, ou en tout cas la ressourcerie éphémère de chantier, un, c'est prescrire. Nous, c'est notre rôle de prescrire et d'aider la maîtrise d'ouvrage à prescrire. Deux, c'est d'avoir un référent réemploi dédié. Nous, on était référent côté maîtrise d'ouvrage, finalement, ou maîtrise d'œuvre, et après, il nous a fallu un interlocuteur en face de nous, donc chez l'entreprise de déconstruction, avoir un référent qui puisse nous parler et qui puisse gérer la boutique éphémère. 3, organiser et planifier. Tout à l'heure, Mathieu l'a dit, c'est un planning de chantier. Souvent, on dit faites la boutique éphémère, on prévoira quelques semaines pour vous laisser le temps de la préparer. En fait, on s'aperçoit que généralement, on n'a ni l'espace-temps et parfois même pas l'espace du tout. Donc ça, c'est aussi un point clé de la ressourcerie. Dédié à un espace spécifique, donc on l'a dit, là, on était en rez-de-chaussée, on a travaillé avec le CSPS, c'est celui qui garantit qu'en interface et quand on reçoit du monde, on puisse accueillir les gens en sécurité au sein du site. Donc là, on a choisi les 2 locaux qui étaient en rez-de-chaussée, on a cassé toutes les cloisons entre ces différents locaux et on a pu organiser cette boutique éphémère. Donc on est arrivé entre 60 mètres carrés, quasiment en rez-de-chaussée, pour mettre le maximum d'éléments et réussir à montrer ce qu'on avait dans notre boutique éphémère. Communiquer en amont, donc ça c'est toujours aussi, là c'était l'entreprise qui devait se charger de communiquer également ces éléments-là, donc de fournir le catalogue et de le diffuser. Donc ça on verra que ça n'a pas toujours été bien fait, ou en tout cas ils se sont un peu mélangés les pinceaux et du coup ça a été un peu compliqué. Rédiger et diffuser le catalogue, donc ils se sont servis du diagnostic ressources qu'on avait fait et ils ont pu, on va dire, communiquer avec un des acteurs locaux, Actu Toulouse, via un article dans la presse. Réaliser une recherche active des repreneurs. Nous, on a diffusé un maximum de fois à tous les acteurs locaux, toutes les entreprises qu'on connaissait pour dire voilà ce qu'on a et c'est disponible jusqu'au 30 septembre, après il n'y a plus. Et anticiper les besoins de préparation, référencement, conditionnement et manutention. C'est-à-dire que l'entreprise soit en mesure de répondre, est-ce que je prévois le transport ? Est-ce que je prévois justement le reconditionnement, de modifier les éléments qu'il y a dans ma boutique? Est-ce que je les lave? Est-ce que je les nettoie? Ou est-ce qu'ils sont en l'état? Est-ce que je peux vous donner plus d'informations sur ces éléments-là, complétés par des photos, etc. Donc ça, c'était à la charge de l'entreprise de réaliser ces éléments-là. À nous de les épauler, mais à eux, à charge de réaliser ces éléments-là. Et sécuriser les ressources et bien définir les responsabilités. On est maîtrise d'ouvrage public, ministère de la Justice, donc c'est pas juste je donne un élément et il s'en va dans la nature. Il a fallu mettre en place des bons de cession, etc. Traçabilité des éléments qui ont été donnés ou vendus. Donc bâtiment existant, on l'a vu. La première étape, c'était réaliser l'état des lieux. Donc on a réalisé les diagnostics, on va dire, réglementaires, plus le diagnostic ressources. Donc on était en 2020, donc on a dit au début la loi AGEC, obligation de faire le diagnostic déchets au-delà de 1000 m², donc ça a été réalisé. Et après, il y avait le dire, est-ce que je peux faire un diagnostic ressources? Et c'était une démarche volontaire de la part de la maîtrise d'ouvrage. Démarche volontaire qui a été poussée par l'équipe d'architectes et par une ingénierie. De dire, vous avez des ressources qui ne sont pas en fin de vie. Récupérez-les, et utilisons-les. Donc c'était avant le diagnostic PEMD qui est entré en vigueur récemment. C'était aussi clarifier le périmètre d'étude. Est-ce qu'il y a tous les éléments extérieurs? Est-ce qu'on prend en compte le mobilier? Est-ce qu'on prend en compte les éléments de toiture?
Ça a été une chose aussi dans le diagnostic ressources. Est-ce qu'on considère toutes les ressources ou seulement une partie, les éléments de l'immobilier, la partie bâtiment? Là, il fallait tout prendre. Donc on a fait un diagnostic ressources, on a fait le catalogue photo en même temps qu'on prenait les mesures, des mesures à la fois au début assez simples, hauteur, largeur, profondeur, savoir si c'était du double, simple vitrage, savoir le matériau, et si on allait plus loin dans la volonté d'un futur repreneur de pouvoir prendre d'autres mesures. On répertorie tout ça dans un grand tableau Excel imbuvable et on propose déjà à notre maîtrise d'ouvrage des pistes d'optimisation ou des pistes d'aller plus loin avec certains éléments qu'ils avaient déjà sur leur site. On clarifie les ambitions et les objectifs. On dit si tout ce qui a été répertorié dans le diagnostic ressources sort et effectivement valorisé, vous avez 98 tonnes d'équivalent CO2 de sauver. Ça, c'est l'objectif maximum si tout ce qu'il y a dans ça arrive au bout. Et si tout, après, on estime aussi parfois des coûts, et ça, c'est en fonction de ce que la maîtrise d'ouvrage vous commande, vous demande de dire est-ce qu'on peut revendre tout et combien on estime. Nous, on a déjà fait un plan de recollement. On a pris le nouveau plan du projet et on a dit, vu toutes les ressources que vous avez, tout, on va dire, si vous regardez dans la cuisine, vous avez déjà les tables inox qui sont en très bon état, qui ont été achetées il y a moins de 2 ans. Vous pouvez les réemployer dans votre nouveau bâtiment à cet endroit-là. Et après, la maîtrise d'ouvrage de choisir si oui ou non ils voulaient utiliser ce scénario-là dans leur futur projet. Et on a proposé, on a dit, vous reprenez ce que vous pouvez reprendre, et après, on vous propose de réaliser une boutique éphémère. La boutique éphémère, 2 solutions. Ou on dit, vous en chargez, c'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage commande la boutique éphémère de son côté, donc fait appel à Caprionis en direct, et dit, je veux un prestataire externe qui organise et gère la ressourcerie de chantier. Autre solution, vous dites, je veux faire le choix de la ressourcerie de chantier, je demande à mon entreprise, dans son marché de travaux, d'organiser et de gérer la ressourcerie de chantier. Au choix de l'entreprise de passer soit par un prestataire extérieur ou de réaliser elle-même l'organisation et la gestion de cette boutique éphémère. Et pour la petite anecdote, c'est que dans nos CCTP, on a dit, vous avez le choix d'un prestataire extérieur. Quel prestataire extérieur aujourd'hui réalise des boutiques éphémères? Caprionis. Vous pouvez peut-être faire référence à Caprionis et ils peuvent venir peut-être vous organiser et vous gérer la ressourcerie de chantier. Bon, ils n'ont pas choisi cette option. Donc c'est l'entreprise chez nous qui a directement choisi de réaliser et d'organiser la ressourcerie de chantier. Donc soit après, les bénéfices remontent côté maîtrise d'ouvrage si c'est elle qui se charge, soit ça remonte côté entreprise. Et il faut savoir que si l'entreprise réalise sa boutique éphémère de chantier, il y a une cession des matériaux de la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que l'ensemble des matériaux qui sont dans la boutique éphémère ont été cédés par la maîtrise d'ouvrage à l'entreprise. Ils en ont fait don. Nous, on a été maîtrise d'ouvrage public, donc c'est un peu compliqué pour le ministère de la Justice, qui est l'État, de vendre des éléments qui sont dans la boutique éphémère. Ça, ils n'ont pas le droit. Donc de toute façon, eux, de leur côté, ils auraient dû faire intervenir un prestataire externe. On a rédigé et on a fait les CCTP. Donc là, on a 2 choix. Soit on fait un lot unique qui fait démolition, déconstruction et réemploi. Soit on a 2 lots dédiés, donc un lot réemploi et un lot démolition, désamiantage. C'est ce qu'on a eu, 2 lots. On a rédigé donc le CCTP avec les interfaces des gens qui devaient reposer. Parce que si on a dit, on sélectionne ce lavabo, il faut que l'entreprise le dépose, qu'il le stocke, et qu'après l'entreprise de plomberie revienne, récupère le matériel et le repose. Donc ça a tout été décrit dans les CCTP, et on a eu des prestations chez chacun. On s'est inscrit dans un planning de chantier assez serré, sachant que le désamiantage, bien sûr, c'était au mois de septembre. Donc nous, il fallait qu'entre le mois de juillet et le mois de septembre, on arrive à organiser la boutique éphémère. Autant vous dire que le BTP au mois d'août, c'est pas dynamique.
Donc, on a précisé tous ces éléments-là dans les bordereaux de prix. Pour nous, il fallait préciser la durée d'ouverture et le temps d'ouverture. Pour pouvoir comparer, si vous avez 3 entreprises qui répondent, il faut savoir sur combien de temps, parce que sinon vous allez avoir une entreprise qui va vous prescrire 1 semaine d'ouverture et 1 semaine à temps plein, une personne qui ouvre une boutique éphémère, autant vous dire que ça chiffre. 2, vérifier, parce qu'on a des scénarios qui sont arrivés et on a CT, ou en tout cas quand on a le prix, quand on a les entreprises qui nous remettent les prix, ben, au bout d'un moment, vous avez des choses qui sont trop chères. On avait dit ben, les pierres de façade, on voulait les réemployer pour en faire des terrasses. Et ça, au bout d'un moment, quand on a vu le prix que ça chiffrait de déposer les pierres pour le réemployer, en fait, on a dit c'est pas la peine, ça va nous coûter trop cher, et techniquement et économiquement. Donc on a certains postes qu'on a abandonnés, et des postes qui font des moins-values. De dire ben, si je dépose, du coup je n'ai pas à fournir la matière, et du coup ça me coûte un peu moins cher. Donc ça me coûte de déposer, mais ça ne me coûte pas de fournir. Il a fallu aussi assurer l'organisation, parce que toutes ces matières-là, on a dit, on avait fait la boutique éphémère en rez-de-chaussée, mais ce qu'il fallait, c'était aussi avoir un élément, un endroit extérieur, où une fois qu'on a déposé, et quand on a le repreneur, d'avoir l'espace, que les gens travaillent, que l'entreprise travaille, mais qu'en même temps, on ait un espace pour stocker ce qui doit être stocké. Quand vous avez des big bags de cailloux, de toiture qui arrivent sur votre chantier, il faut que vous puissiez les poser. Donc avoir une petite base où il y a marqué stock réemploi, juste à côté de la base de vie. Identifier les repreneurs, donc là on a pris une liste de contacts, on a envoyé les catalogues et on a essayé d'ouvrir aussi qui pourrait être intéressé sur ces éléments-là. On a accompagné l'entreprise. Elle a parlé de CycleUp, donc les éléments ont été publiés sur CycleUp et on a eu 0 vente par la plateforme numérique, sachant qu'il n'y a pas eu trop d'accompagnement de la part de CycleUp à l'entreprise. Donc c'est l'entreprise qui devait publier, CycleUp validait la publication et derrière on pouvait vendre via CycleUp, ce qui était en fait une usine à gaz, concrètement. Et peut-être aussi des prix qui n'étaient pas très en phase avec le marché. Donc, un article et une organisation d'une boutique éphémère en rez-de-chaussée. Donc, sur le bilan, je vais savoir si vous l'avez dans les livrets. Là, voilà. Le bilan, donc premier chantier de déconstruction sélective. Le ministère de la Justice a l'habitude de faire des réhabilitations sur c'est pas les justices, pardon, mais n'avait jamais fait de projet de déconstruction de cette ampleur-là. Donc c'était là une première, et c'était une première pour nous de faire aussi, hein, de dire, d'accompagner, de faire et d'avoir cette première boutique éphémère. Il faut savoir que ça a quand même été une réussite parce qu'on a 99% de valorisation déchets, donc matière de manière générale, dont 1% de réemploi. Donc sur la totalité des matériaux, on a quand même fait 1% de réemploi avec tout ce qu'on a réemployé. 25 tonnes d'équivalent CO2 économisés, 16,7 tonnes d'éléments qui ne sont pas devenus des déchets. 7 000 €, c'est le coût des études complémentaires liées au réemploi. De nous payer à nous, de faire le diagnostic ressources, de payer le référent supplémentaire et les études complémentaires sur la partie réemploi. Plus 9%, le surcoût lié à la dépose soignée des éléments. Au bout d'un moment, on cherchait des sous, on a dit essayez de nous aider et chiffrer une déconstruction. Si tout partait à la benne, combien ça nous coûterait? Donc l'entreprise a fourni 2 prix. Si elle faisait du réemploi, plus 9%, ce qui représentait sur son marché plus 800 €. 6 000 €, c'est le coût de l'organisation de la boutique éphémère et du stockage sur site. Moins 13 000 €, c'est tout ce qu'on a récupéré et qu'on n'a pas eu à fournir. Donc ça veut dire qu'on n'a pas payé de fourniture, on a eu 13 000 € qu'on n'a pas fourni en fourniture. C'est pas vraiment du moins 13 000 €, mais on va dire que sur l'équilibre d'émissions, c'est ce qu'on n'a pas eu à fournir parce qu'on l'avait récupéré de l'ancien site. Et moins 5 500 €, c'était la moins-value diffuse estimée, qui n'a pas été réalisée.
Mais si on prend les 7 000, les plus 9, les plus 6 000, les moins 13 000, on est à plus 800 € côté maîtrise d'ouvrage. À l'échelle du chantier, hein, je vous parle. Bon, il faut mettre tout ça en regard de peut-être qu'on y a passé un peu plus de temps à accompagner les entreprises, peut-être que l'entreprise, effectivement, si elle revalorisait le temps passé, ça ne serait pas la même chose, mais en tout cas, aujourd'hui, le bilan pour côté maîtrise d'ouvrage, c'est plus 800 €. Pour l'entreprise, je vous ai mis les coûts là qu'elle a passés, entre le coût de rester et d'organiser et de tenir la boutique éphémère, le coût sur la partie dont le montant donc les deux premiers chiffres, pardon, c'est le coût de ce qui a été revendu. 1 500 € de tous les éléments qui ont été revendus à la boutique éphémère. C'est pas énorme. 1 500 € sur ce qu'elle a donné. Parce que quand on donne à des associations, on pourrait récupérer un rescrit fiscal qui nous permettrait de faire diminuer nos impôts. 200 € la moins-value environ de retraitement de déchets, puisqu'on avait quand même beaucoup d'éléments qui étaient du métal, donc finalement ça c'est de la revente pour les entreprises, donc on voit que voilà. Et derrière on a du coût matériel, du coût de déconstruction, enfin de main d'œuvre, et après le surcoût des études et la sensibilisation. On n'a pas fait de bilan, on va dire, chiffré pour l'entreprise, parce qu'il y a aussi le montant de son marché, etc. Sur les bilans techniques par rapport aux éléments, ici vous avez en haut, là-haut, ce que Bureau Veritas a estimé comme proportion de déchets, avec la répartition, le pourcentage, la typologie de déchets, etc. et la répartition des filières de déchets. Et à droite, on a ce qu'on a obtenu effectivement. Donc on a des petits écarts, il faut savoir qu'on a on a fois 3,6 la quantité de déchets dangereux amiante. Donc on a des incertitudes sur les réseaux enterrés, ce genre de choses qui font qu'à un moment donné, on a souvent plus de tonnage que prévu. Mais par contre, on a divisé par 21 la part de déchets ferreux. Donc là, quand on voit dans les pratiques, on sait qu'on dit il y a souvent des choses qui se font sous le manteau, etc. Ça veut dire que dans les bordereaux, on a eu ça, on a eu un tonnage qui était 21 fois inférieur à ce qu'il y avait dans le diagnostic. Donc voilà. On sait aussi que la pratique aujourd'hui du déchet, c'est aussi ça, c'est de revendre la matière, pas forcément à des institutions qui vont vous donner des bordereaux de suivi. Et en tout cas, on a un 98% le taux de valorisation matière sur le total des déchets. Donc 98%, plus 1% de déchets, plus 1% de déchets dangereux. Donc on a la répartition sur la partie catégorie de déchets, typologie de ressources. Donc on a du déchet inerte, mais pas que. On a du déchet ferreux, on a du D3E, donc tous les équipements de cuisine, etc. c'est du D3E. On a donc métaux et on a du bois aussi. On a pas mal d'éléments bois qui ont été récupérés, toutes les simèses en pied de cloison, tout ça a été récupéré pour être upcyclé. En termes de destination, donc 54% du réemploi, c'est le ministère de la Justice qui l'a récupéré. 13% reviendra sur le chantier, sur ces 54%. 87% ira sur ces autres sites. Sur les 46 autres pourcents, et 1% de réemploi, sur ces 46 autres pourcents, on a les repreneurs. On a eu 34 repreneurs différents et 38 bordereaux de suivi de réemploi. Les fameux documents de cession. Et on a 68% c'est du particulier, 18% plutôt de l'associatif, 9% des autres associations, parce que les 18% c'est plutôt recyclerie, Emmaüs, etc. Et 6% vraiment de l'entreprise. Donc on voit qu'on a un marché qui est majoritairement particulier, en tout cas sur cette recyclerie, particulier et associatif. Là on a fait des petits retours d'expérience. Je vous laisse en prendre connaissance parce que je pense qu'on a exposé le temps, mais on a eu des vols. Mathieu l'a dit tout à l'heure, on a été vandalisé. Toute la câblette que vous avez vue dans la vidéo est partie. On aurait pu revendre nos radiateurs fonte. On avait quand même un billet de 800 € pour l'entreprise. Il faut savoir que
Ça n'a pas été perdu pour tout le monde, mais ils étaient costauds parce qu'il y en avait quand même une bonne cinquantaine. Donc voilà, du radiateur fonte. C'est aussi des terrains de recherche. On nous a demandé à un moment donné de garder les volets roulants alu, parce qu'il y avait un projet à Paris de faire de la façade à partir des lames tressées des volets roulants. Donc c'est aussi un terrain d'expérimentation, le réemploi, parfois pas seulement in situ, on va dire petite échelle, mais aussi parfois à plus grande échelle au national. On a vu aussi on va dire sur l'entreprise et sur les compagnons, une montée en compétences, de savoir comment est-ce que la fenêtre elle a été montée et de savoir comment est-ce qu'on va la démonter proprement pour que quelqu'un puisse la remonter derrière. Donc ça a été aussi une montée en compétences des compagnons sur le chantier. Et au début, ils sont venus nous voir, ils ont dit « mais on n'a pas le temps ». Attendez, on ne peut pas nous dire que vous n'avez pas le temps, puisque aujourd'hui vous avez été payé pour prendre le temps de déposer, puisque vous l'avez vendu ça comme prestation. Aujourd'hui, sur l'entreprise, en tout cas, ce qu'on a demandé, c'est d'avoir un objectif de moyens, pas un objectif de résultat. Aujourd'hui, on présente les résultats, mais ce qu'on leur avait demandé, c'est vraiment de mettre les moyens. Que cette boutique éphémère, elle voit le jour, que les gens aient le temps un minimum de déposer. Après, on a des réalités chantiers. On a eu sur 2 façades, c'est la dernière anecdote que je donnerai, sur 2 façades différentes, le même type de menuiserie. Menuiserie porte-fenêtre d'un côté, menuiserie que vous avez vue en dépose, donc plutôt fenêtre de l'autre côté. Même râle, même typologie de fenêtre, on s'est dit, bon ben, c'est du gâteau. Ils ont commencé par les fenêtres. Ils ont dit, bon ben, on dépose la fenêtre, on enlève les ouvrants, et après on s'attaque au dormant, donc ce qui est pris dans les murs. Donc là, c'était du vissage, du collage, du mastic, ça a été assez rapide. C'était posé en rénovation, ça avait moins de 5 ans, ça a été. Ils ont fait le premier test, 2 personnes. Premier test, première menuiserie, 30 minutes à 2 personnes. Ils ont répété la pratique. Au bout de la 3e fenêtre, ils étaient à 10 minutes, 2 personnes, entre le moment où ils s'attaquaient à la fenêtre et le moment où ils étaient dans la boutique éphémère. L'entreprise, elle a dit, voilà, bingo, c'est tout bénef, si j'arrive à revendre 100 € la menuiserie, même si c'est pas cher, c'est bon. De l'autre côté, la menuiserie qui était porte-fenêtre, ils se sont dit, bah, on y va pareil. Déjà, il fallait 3 personnes. Ok, commencer à démonter. Il fallait que, pour démonter les ouvrants, il fallait qu'ils déparclosent toutes les fenêtres. Donc, ils enlèvent les éléments qui tiennent le verre. Que le verre soit séparé de la menuiserie. Qu'après, derrière, ils puissent la remonter, qu'ils ne tordent pas les éléments, qu'ils arrivent à les marquer pour qu'elle puisse aller dans la boutique éphémère, donc que pendant le moment où elle descend dans la boutique éphémère, elle ne soit pas abîmée, et qu'elle puisse être vendue sans oublier la cornière qui fait qu'on tient le verre dans la boutique éphémère, alors que donc autant vous dire que là, on a fait un test, et c'est pas la peine. On arrête. Voilà, donc il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais en tout cas, on a des choses qui montrent que c'est possible. Et que c'est aussi une pratique qui peut amener du savoir-faire et de l'expérience pour les futurs chantiers. Normalement, nous avons le dernier intervenant sur les retours d'expérience en ligne. Maxime, vous nous entendez bien? Je vous entends, et vous? Et on vous entend, parfait. Je vous laisse vous présenter et nous présenter du coup la suite de l'expérimentation que vous faites. Directeur et cofondateur de la société Made in Past, entreprise lyonnaise qui propose ses clients publics et privés d'intégrer à leur projet de démolition, de construction ou de réhabilitation une démarche de réemploi. Alors, je vous laisse tourner le diaporama. Allez, c'est bon. Pour faire une présentation assez rapide de Made in Past, surtout si on est un peu juste niveau timing, le but de Made in Past, donc évidemment d'accompagner ses clients dans ce changement de pratique, avec cette réduction de déchets sur les opérations. On intervient sur l'ensemble, on va dire, de la chaîne de valeur du réemploi, c'est-à-dire qu'on va aller diagnostiquer,
faire une partie étude, monter une stratégie, définir avec cette stratégie l'impact éco-environnemental qu'on peut avoir, ensuite mettre en application cette stratégie. Donc on a des équipes qui travaillent sur le terrain pour déposer les matériaux, offrir une solution logistique à nos clients, puisque on a un stock qui nous permet d'accueillir les matériaux déposés sur site, afin qu'ils soient revendus ou afin qu'ils soient stockés en attendant leur remise en œuvre, ce qui nécessite d'en avoir également derrière un service commercial. Voilà. Pour faire une petite présentation simple, le but c'est de maîtriser en fait la démarche de réemploi de A à Z, de manière à pouvoir jouer sur toutes les composantes et pouvoir arriver vers un impact environnemental maximal avec un impact économique le plus maîtrisé possible. Voilà, si on peut tourner la diapositive. Donc, l'atelier mobile du réemploi, c'est une solution qu'on a décidé de développer, parce que comme on élargissait notre périmètre d'action, on intervient majoritairement en Auvergne-Rhône-Alpes, mais il arrive qu'on soit déjà à 100, 150, 200 km de notre dépôt. On cherchait une solution à comment réduire l'impact, les énergies grises liées au transport des matériaux. On avait cette solution logistique de dépôt qui nous permettait de répondre aux besoins des maîtrises d'ouvrage de stockage temporaire, mais on avait quand même une notion de transport et un impact carbone lié à celui-ci qui n'allait pas dans le sens de ce qu'on souhaitait proposer. Donc, si on peut tourner, le principe de l'atelier mobile de réemploi, c'est de faire, quoi qu'en soit la configuration du site, un espace de stockage qui va permettre, donc évidemment, le stockage avant la vente ou avant la remise en œuvre, un espace de reconditionnement, de requalification, et tout ça sur le site. Alors, quand on arrive à le mettre en pied de bâtiment, en rez-de-chaussée, c'est plutôt pratique. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, et de toute façon, ça peut pas être éternel entre guillemets. Donc nous, on a imaginé une solution en fait composée de tentes modulaires. Donc en fait, c'est des tentes de 32 mètres carrés qui peuvent être assemblées les unes aux autres pour aller jusqu'à 1000 mètres carrés et qui du coup peuvent s'adapter à la configuration du site, à l'espace disponible en extérieur pour pouvoir accueillir et les matériaux et les équipes qui travaillent dessus. Ça permet de fluidifier le fonctionnement du chantier puisqu'on dépose les matériaux, on les extrait en pied de bâtiment et puis on les intègre à cet atelier temporaire qui par définition est mobile puisqu'il est démontable. Si on peut tourner. Voilà. Donc le but de mettre en place cet atelier mobile, donc c'est de minimiser forcément l'impact carbone en supprimant le CO2 lié au transport, maximiser son impact sociétal parce que on l'a vu à travers tous les projets et toutes les actions qui nous ont été présentées, le fait de créer un stock sur site, le fait de créer un magasin éphémère ouvert aux particuliers ou pas d'ailleurs, mais ça permet d'attirer l'attention, de faire converger les intentions et les dynamiques et les initiatives de réemploi directement sur le chantier. On pense donc qu'en créant comme ça systématiquement et en se donnant grâce à cet atelier mobile la possibilité de créer systématiquement, quand les maîtrises d'ouvrage sont OK, un lieu physique, c'est faire exister le réemploi forcément sur le site, mais c'est également le faire rayonner sur le territoire d'opération. Bonsoir à tous. Donc, j'ai envie de dire, tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'est une belle histoire. Ce sont des beaux projets, c'est un bel avenir pour tous. Moi, je vais être un petit peu le poil à gratter. C'est beaucoup de responsabilités, beaucoup d'enjeux. Déjà, on va parler, moi je vais rester sur la vente et l'utilisation. Donc il y a deux grands risques. Hein. C'est la mise en cause des responsabilités de ceux qui vendent au titre des produits défectueux et des vices cachés.
Et le deuxième grand risque, qui n'est pas rien, le risque assurantiel. Donc il y a des outils pour cela. Bon, les préconisations au niveau juridique, c'est vraiment d'établir des fiches techniques matériaux très claires, très élaborées, avec l'origine et le traçage. Et pour ça, vous avez, j'imagine, au cours des diagnostics ressources, ça sert également pour établir ces fiches matériaux, ça fait partie de ça, afin d'établir la traçabilité des matériaux. Il y a aussi la possibilité, et c'est ce qui se fait, d'après ce que j'ai compris, qui se fait vraiment concrètement, la préparation des projets en amont avec un low sourcing. Donc ce low sourcing va assurer toute cette définition des matériaux qui vont être choisis pour être réemployés ou in situ ou vendus. Et par contre, je n'ai pas entendu parler du permis d'expérimenter, mais je pense que ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais c'est une idée à garder en tête. Alors ce permis d'expérimenter, ça donne la possibilité non pas d'éviter les deux risques dans le réemploi, mais c'est surtout la possibilité d'utiliser des matériaux de réemploi en matière de performance énergétique et environnementale, ce qui rejoint les objectifs de réemploi, limiter les impacts environnementaux. Donc, concernant ces deux risques, j'ai parlé de la fiche technique des matériaux, du diagnostic ressources, qui sont des outils à utiliser, à créer en collaboration, bien sûr, avec les bureaux de contrôle et les bureaux d'études techniques. Et ces fiches techniques, quand elles sont bien élaborées, se rapprocher des assurances pour leur montrer que, en fait, souvent dans la construction, jusqu'à présent, c'est comme ça que ça se fait, on utilise des matériaux neufs, donc il y a des comment ça s'appelle encore, il y a des normes à respecter, etc., etc. Et le matériau de réemploi, l'assurance, elle dit non, non, mais moi c'est pas neuf, il n'y a pas le cycle machin, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ça correspond pas aux normes trucs. J'en veux pas, mais avec ces fiches techniques, ça permettrait d'obtenir en fait des assurances, et ça permet des fois d'obtenir que les assurances acceptent de revoir un peu leur position, et certaines timidement commencent à accepter en fait l'utilisation en réemploi de certains matériaux. Ensuite, dans le cadre de la cession, je reviens toujours sur cette conception du projet qui met en œuvre donc, les matériaux de réemploi, avec une obligation, on revient sur la fiche technique, d'information de l'acquéreur.